l'étude de la criminalité et de la progression du crime implique nécessairement l'étude de la pauvreté, du chômage et de ses conséquences. Une société qui repose trop exclusivement sur la compétition économique, crée et développe une mentalité asociale qui peut devenir parfois antisociale. Nous devons admettre, chers collègues, qu'un criminel est le plus souvent un homme. Alors ils vous ont fait venir? Pardon? Je pensais bien qu'il ferait appel à quelqu'un comme vous. Je comprends pas. Je vous ai reconnu tout de suite. On voit souvent votre photo dans les journaux. Vernou de Courson. Enchanté. C'est mon ami Chabot qui vous a téléphoné? Vous voulez parler de Julien Chabot? Le juge d'instruction, oui. C'est tout de même pas par hasard que vous êtes à Fontenay. Mais si. Et vous ne devez pas voir Julien Chabot? Si. Mais... Curieux. Pourquoi curieux? Curieux que vous arriviez précisément au moment où un crime étrange vient de se produire. Mais Chabot est un camarade d'études. Je viens lui rendre visite, tout simplement. Vraiment. Fontenay, 3 minutes d'arrêt. Je suis curieux de voir si vous allez percer le mystère. Hasard ou pas, Chabot a de la chance que vous soyez ici. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, commissaire. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Venez donc avec mon ami Chabot demain soir. Chaque samedi, nous faisons un bridge chez moi, rue Rabelais. Bonsoir, monsieur le commissaire. Lommel, Dauphiné libéré, vous permettez? On m'a téléphoné de la gare. Alors, ils vous ont fait venir pour l'affaire Courson? Les vaches. Ils nous ont rien dit. Ni Ferron, ni le juge d'instruction. Je ne suis ici pour aucune affaire. Évidemment. Quoi, évidemment? Vous n'êtes pas ici officiellement, je comprends. N'empêche que... N'empêche que quoi? Écoutez, laissez-moi manger en paix, je vous prie, monsieur. Lommel. Salut, Ferron. C'est le commissaire de la ville, je l'avertis. Excusez-moi, monsieur le commissaire, j'étais pas au courant. Personne ne m'a prévenu de votre arrivée, sinon je serais venu vous attendre à la gare. Non, non, mais ne vous faites pas de soucis, mon cher collègue. Je ne suis pas ici pour des raisons professionnelles. Je suis venu à Fontenay pour saluer mon ami Chabot. Vous n'avez pas lu les journaux? Alors vous ne savez vraiment rien? Ah, rien. J'étais à Lyon pour un congrès de criminologie. Vous n'avez aucune déclaration à faire? Aucune. Juste quelques mots? Aucune, aucune, aucune. On va vous laisser finir votre repas, monsieur le commissaire. Excusez-nous pour le dérangement. Vous savez où habite le juge? 22 avenue Jean Jaurès. Je suis allé t'attendre cet après-midi à la gare. Oui, j'ai raté le bon train, j'ai pris l'omnibus. Où sont tes bagages? Merci. À l'Hôtel de France? Oh ben, c'est insensé, Jules, de notre invité. Oh, écoute. Non, t'as pas dîné, j'espère. Si. Ah, ma mère serait vraiment pas contente. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. Tu ne bois pas?
Ah, je ne bois presque plus. Juste un peu de vin coupé d'eau au repas. Un cigare? Oh, merci. Toujours la pipe. C'est vrai, j'avais oublié. Mais moi, il y a 15 ans que je ne fume plus. Tu es devenu un sage. Et toi, en tout cas, tu parais solide comme un roc. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu m'as promis si souvent. Bah, tu vois, tout arrive. À propos, j'ai voyagé avec un de tes amis dans le train. Un certain Vernou de... De Courson, oui. Un homme de 60-65 ans. T'es au courant, je suppose. Vaguement. Tu sais, je viens d'arriver, hein. Mais il y a déjà un photographe et un commissaire de police qui sont passés à l'hôtel. Alors maintenant, toute la ville sait que tu es ici, à Fontenay. Ça t'ennuie? Non, non. T'as l'air contrarié. Bah, tu sais, vivre dans une ville de sous-préfecture, c'est déjà pas facile, mais alors maintenant, avec 2 meurtres en 3 jours... 2? Et Robert de Courson, le beau-frère de mon ami Vernou. Celui du train. Oui, mais il a été assassiné il y a 4 jours, et avant-hier, une vieille femme. Tu crois qu'il y a un rapport entre les 2 crimes? Bah, les 2 crimes ont été commis avec la même arme, une barre de fer ou un outil Jean-Claude anglaise. Et aucun lien de parenté entre les victimes? Non. La vieille femme vivait toute seule. Bonsoir, Jules. Je pensais que vous ne viendriez plus ce soir. Et je suis montée. On vous a préparé une chambre. Il est descendu à l'hôtel de France. Oh, pas question, Jules. Vous feriez vraiment beaucoup de peine. Je crois qu'il est préférable que je reste à l'hôtel, Madame Chabot. Les journalistes sont déjà après moi et demain matin, ils seraient plantés devant votre porte. Et puis, par rapport à la situation actuelle, on va dire que je suis venu à la demande de votre fils. On le dira quand même. Non, non, je démentirai. Il a peut-être raison, maman. Il ne s'agit pas d'une enquête comme les autres. Robert de Courson, l'homme qui a été assassiné, était un notable, plus ou moins apparenté aux grandes familles de la région. Et son beau-frère, Vernou, Hubert, que tu as rencontré dans le train, est un personnage important, lui aussi. Après le premier crime, des bruits ont commencé à courir, puis la veuve Gibon a été assassinée, ça a un peu freiné les racontars. Mais 2 assassinats en 3 jours, c'est vraiment beaucoup pour une ville de 8000 habitants. Les gens commencent à avoir peur. Certains pensent qu'il s'agit d'un fou. Il n'y a pas eu de vol? Non. Il semble que dans les 2 cas, l'assassin a pu se faire ouvrir la porte sans que les victimes se méfient. Pas d'empreinte? Aucune. S'il s'agit d'un fou, il peut commettre d'autres meurtres. Tu as une idée? Non. Je suis inquiet. Tu crois pas que ma présence ici risque de compliquer ton travail? Pas nécessairement. Ton ami Vernou et le commissaire de police pensent que c'est toi qui m'as appelé à la rescousse. Ah ben, j'ai quand même le droit de recevoir mes amis. Moi, je crois qu'il serait préférable que je parte demain matin. Eh bien oui. Juge d'instruction Chabot. Non, comment? Gobillard? Où? Rue des Trois Sœurs. Bonsoir, monsieur le juge. Je vous ai téléphoné tout de suite du café de la Poste. Encore une, monsieur Maigret. Rapprochez-vous du corps, s'il vous plaît. Qui l'a trouvé? Le docteur Vernou. Je me rendais chez un ami quand j'ai aperçu le corps sur la chaussée. Je l'ai examiné, mais il était déjà mort. J'ai aussitôt prévenu le commissaire depuis le café de la Poste. Vous êtes là, Jussieu? Bonsoir, Chabot. Nous faisions un bridge au café.
Docteur Jussieu. Un ami, commissaire Maigret. Même procédé que pour les deux autres. Un coup extrêmement violent sur le sommet du crâne. Il a été attaqué de face, lui aussi, comme les deux autres. Il n'a pas essayé de se protéger, Il était ivre. comme d'habitude. Alors, il vous en fait venir, patron? Bonsoir, Chabiron. Non, je suis ici par hasard. Ça tombe à pic. Je vous présente l'inspecteur Chabiron, de la brigade mobile de Poitiers. Nous nous connaissons. J'ai fait mes premières classes avec le commissaire. Ah bon? C'est un brave type. Il faisait le tour de la ville 2 fois par semaine pour récupérer des pots de lapin. Et le soir, il allait de bistrot en bistrot dépenser l'argent qu'il avait gagné dans la journée. Pas de bagarre? Non. Marié? Non, il vivait seul dans une baraque à l'extérieur de la ville. Vous en pensez, patron? J'en pense rien. Prendre une semaine, c'est beaucoup pour un petit patelin comme ça, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous pouvez transporter le corps à la morgue. Et on n'arrive pas à trouver le procureur. Vous n'avez rien vu d'autre dans l'un, rien entendu? Je marchais vite, j'ai failli buter sur lui. Votre père est chez lui? Oui, il est rentré ce soir de Lyon. Vous allez vous en occuper cette fois, commissaire? Oh, sûrement pas. Vraiment? Vraiment. Vous n'êtes pas curieux? Non. Vous croyez vous aussi à des crimes de fou? Je fais ce que je peux, mais c'est difficile de les faire parler, ces gens-là. Mais tu remontes un instant chez moi? Je peux faire le chemin avec vous si ça ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout. Le docteur Vernou est le fils d'Hubert Verne, que tu as rencontré dans le train. Il a fait sa médecine, mais ne pratique pas. Il s'intéresse surtout à la recherche. Non, très modestement. Alors, c'est un passionné de psychiatrie. Il se rend 2 fois par semaine à l'asile de Chambéry. Vous croyez que ces 3 crimes sont l'œuvre d'un fou? C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de fous à Fontenay. Il y en a partout. Malheureusement, on les découvre souvent comme un moment de la crise. Et ça pourrait être une femme? Pourquoi pas? Là, vous avez quelques hommes sous la main? Alors envoyez-les patrouiller dans la ville. Ça nous aidera à rassurer la population. Je fais ce que je peux. Ici, nous n'avons pas les mêmes moyens qu'à Paris. Et la police locale n'est pas habituée à des crimes de cette importance. À 3 ans de la retraite, une affaire comme celle-là sur le dos, c'est pas un cadeau. Hein. Enfin, les gens me paraissent un peu tendus. Tu viens d'arriver, t'as déjà compris. Ah, c'est inévitable. Un crime passe encore, surtout le premier. Robert de Courson était un vieux célibataire, un original que les gens de la rue connaissaient peu. S'il n'y avait eu que lui, la population n'aurait pas bougé. Mais coup sur coup, la veuve Gibon et maintenant Gobillard, je m'attends à des réactions. Oh, il y en a déjà. Tu crois? Tout à l'heure, le petit groupe de badauds qui se tenait à l'écart m'a paru hostile, non? Ah, ça va peut-être pas jusque-là, mais... La ville est plutôt à gauche. Mais le problème n'est pas là. Les gens n'aiment pas les Vernou. On te l'a dit? Ouais. Je vais essayer de t'expliquer. C'est pas facile. Pendant longtemps, ceux qui menaient la barque dans le pays, c'étaient les nobles, les propriétaires des châteaux qui vivaient entre eux et formaient une société fermée. C'est pareil dans toutes ces campagnes. Et aujourd'hui, les nobles sont presque tous ruinés. Maintenant, ce sont d'autres qui ont pris leur place. Comme les Vernou, par exemple. Exact. Et Hubert Vernou a de l'allure, n'est-ce pas? Un vrai gentleman. Mais devine ce que faisait son père. Marchand de bestiaux. Une brute toujours à moitié ivre. Mort de délirium très mince. Pendant les dernières années de sa vie, le père s'était mis à acheter des fermes et des terrains. Et Hubert a pris la suite. Au sommet des marchands de biens. Oui, si tu veux. Et il a épousé une fille de la noblesse? Ah, pas tout à fait. Non, au départ, les Coursons s'appelaient Lagrange. C'était des roturiers, des marchands de ferraille. Ils ont ajouté Courson à leur nom quand ils ont acheté le château de Courson.
Ce mariage avec Vernou a aidé les Coursons à redorer leur blason, je suppose. Ah oui, il ne leur restait qu'un château hypothéqué. Et l'hôtel particulier de la rue Rabelais, la plus belle maison de la ville. Et Hubert Vernou s'occupe toujours d'immobilier, alors? Mais il a toute la famille à charge. Lucille, la sœur de sa femme, son fils, Alain, le docteur. Il est marié, le docteur? Oui, il a épousé une demoiselle de Cadeuil. De la vraie noblesse, celle-là. Ils vivent tous dans la maison de la rue Rabelais. Non, t'as vu, l'allure de Vernou. Une vraie caricature de Hobereau. Sa femme et sa belle-sœur sont pires encore. Et tous ces gens forment un clan. Un clan qui ne fréquente pas n'importe qui. Fatalement. Si je comprends bien, les Vernou, les Coursons et leurs amis forment une sorte de petite société à part dans la ville. Ah oui, et dans ma situation, je suis obligé de les fréquenter. En fait, ils sont moins odieux qu'ils ne paraissent. Hubert Vernou est un homme accablé de soucis. Il a été très riche, mais aujourd'hui, le commerce de la terre n'est plus ce qu'il était. Il continue pourtant d'entretenir toute sa famille. Quant à Alain, son fils, que je connais mieux... Mais il vaut mieux que tu le saches. Il est hanté par l'idée qu'il appartient à une famille de dégénérés. Le père d'Hubert est mort de délirium très mince. Basile, un frère d'Hubert, dont on ne parle jamais, s'est suicidé à l'âge de 17 ans. C'est pour cela qu'Alain est obsédé par la psychiatrie. Il est sur le qui-vive. Les gens savent tout ça? Ah, il y a des rumeurs dans les petites villes, tu sais. On s'épie, on parle toujours beaucoup des gens qui vivent autrement que les autres. On a parlé d'eux après le premier crime? Oui, parce que les gens croyaient, à tort ou à raison, que Hubert Vernou ne s'entendait pas avec son beau-frère Courson. Ils ne se voyaient pas? Ah si, ils habitaient en face l'un de l'autre. En fait, Courson était ruiné, et c'est Hubert qui l'entretenait. Pour un homme comme Courson, c'était insupportable. Il ne mettait jamais les pieds chez les Vernou, mais il les observait de sa fenêtre, ostensiblement. Et Hubert Vernou était fou furieux? En tout cas, continuait de lui verser une pension. On les a bien vus quelquefois échanger des propos aigres-doux quand ils se croisaient dans la rue, mais de là à prétendre qu'Hubert Vernou ait pu l'assommer dans un moment de colère... Tu y as pensé? Professionnellement, je ne peux pas écarter l'hypothèse. Tu l'as interrogé? Non. Il n'y avait pas d'éléments suffisants pour suspecter un homme comme lui. À quelle heure a été commis le premier crime? À peu près comme aujourd'hui, aux environs de 10 heures du soir. Et qu'est-ce qu'ils font, les Vernou, à ce moment-là? Et chacun vit sa vie sans trop s'occuper des autres. Vernou et sa femme dorment dans la même chambre? Non, sa femme vit au premier étage, Hubert, lui, au rez-de-chaussée. Ils ont des domestiques? Un couple qui vit avec eux depuis 25 ans et deux bonnes assez jeunes qui logent dans l'hôtel du rez-de-chaussée. La maison est grande? C'est presque un château. Et il n'y a pas une issue derrière? Oui, il y a une porte qui donne dans une impasse. De sorte que n'importe qui peut entrer et sortir sans être vu? Probablement. Tu n'as pas vérifié? Écoute, si j'étais allé interroger les domestiques, toute la ville aurait été persuadée qu'Hubert Vernou ou son fils était coupable. Son fils? Mais bien sûr, il ne travaille pas, il s'occupe de psychiatrie, alors ça suffit pour certains. Et en plus, il ne fréquente pas les cafés, il ne court pas les filles. On le déteste assez pour le considérer comme un... Tu les défends? Non, je veux simplement garder mon sang-froid. J'essaie d'être juste. Moi aussi, j'ai pensé que l'assassinat du beau-frère était peut-être une histoire de famille. Il n'y a pas eu de vol et Robert de Courson n'a pas tenté de se défendre. Évidemment, c'est troublant. Tu n'as pas demandé à la police de les suivre? Nous ne sommes pas à Paris, mon pauvre ami. Ici, tout le monde connaît, malheureusement, nos 4 agents de police. Mais ceux de la mobile? Mais ils auraient été repérés avant même d'être descendus de voiture. Il n'y a pas plus de 10 à 15 personnes dans la rue, en dehors des jours de marché. Comment veux-tu suivre quelqu'un sans te faire remarquer? Ah, excuse-moi, je me suis énervé. Et je voudrais bien te faire comprendre ma position. Jusqu'à preuve du contraire, les Vernou sont innocents. Et pour moi, le second crime en est la preuve. Vernou n'avait aucune raison d'aller assassiner la veuve Gibon. Il ne connaît certainement pas. Qui était-ce? Une ancienne sage-femme à moitié impotente qui vivait toute seule. Puis le crime de ce soir, Gobillard, à Poivreau, un brave type que toute la ville connaît. Les 3 victimes appartiennent à des milieux totalement différents et toutes les 3 ont été tuées de la même manière.
Le docteur Vernou n'a pas dit où il allait ce soir? Il a dit qu'il allait chez un ami. Il n'a pas donné son nom? C'était inutile, je savais où il allait. Il allait voir un de ses anciens camarades d'études qui habite au bout de la rue. Un célibataire. Et de toute façon, j'aurais pas été surpris d'apprendre qu'il s'était promené toute la nuit dans la ville. L'affaire l'intéresse encore plus que moi. Ah oui, vraiment? Ah oui, il est venu me voir il n'y a pas très longtemps, il m'a parlé des tares familiales. Il est inquiet. Il est venu spontanément? Ah oui. Et tu crois que s'il n'avait pas découvert le corps de Gobillard, le docteur Vernou aurait passé sa nuit à errer dans la ville à la recherche de l'assassin? Il est plus qualifié pour reconnaître un démon que nos braves agents qui patrouillent dans les rues. Il est même plus qualifié que toi et moi. Entrez! Je vous ai apporté le journal, monsieur Maigret. Oh, vous pouvez reprendre les croissants. Et me rapporter un grand pot de café, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Maigret. Il y a une lettre pour vous. Ne vous laissez pas impressionner par les gens de la haute. Vous le trouverez, vous, monsieur Maigret. On a parlé d'eux après le premier crime? Oui, parce que les gens croyaient à tort ou à raison qu'Hubert Vernou ne s'entendait pas avec son beau-frère Courson. Ils se voyaient pas? Ah si, ils habitaient en face l'un de l'autre. En fait, Courson était ruiné, c'est Hubert qui l'entretenait. Pour un homme comme Courson, c'est insupportable. Il ne mettait jamais les pieds chez les Vernou, mais il les observait de sa fenêtre, ostensiblement. Monsieur Maigret, j'espère que vous m'accorderez une interview avant mes confrères de la capitale. Vous êtes fâché? Je suis obligé de faire mon métier, monsieur le commissaire. Je savais bien que vous finiriez par vous occuper de l'affaire. Je n'ai fait qu'anticiper de quelques heures. Ouais, bah, la prochaine fois, n'anticipez pas. Vous allez chez le juge Chabot? Vous devez comprendre, commissaire. Ah, tu connais le docteur. Il est venu me voir en passant. Tu m'excuses pour hier soir? Non. Assieds-toi. Malin me disait des choses intéressantes. Nous parlions de folie criminelle. Non, je ne prétends pas que ces 3 crimes sont l'œuvre d'un fou. Je disais que s'ils étaient l'œuvre d'un fou... Cela revient au même. Pas exactement. Enfin, tout semble indiquer que c'est l'œuvre d'un fou. L'absence de mobile dans les 3 cas, la similitude des moyens. Répétez au commissaire ce que vous me disiez à ce propos. Je ne suis qu'un amateur en la matière. Je développais une idée générale. La plupart des gens s'imaginent que les fous agissent invariablement comme des fous, c'est-à-dire de façon incohérente, sans logique, sans suite dans les idées. Or, c'est souvent le contraire. Les fous ont leur logique à eux. Ce qui est difficile, c'est de découvrir cette logique. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques jours. Depuis le premier crime? Disons que le second crime confirme plutôt mon impression, mon hypothèse. Je pense en effet qu'il s'agit de l'œuvre d'un fou. Et j'ai noté quelques éléments qui pourraient fournir des indications. Par exemple? Par exemple, il attaque toujours de face. Or, il me semble que quelqu'un qui voudrait tuer, supprimer un homme sans risquer de se faire prendre, agirait tout autrement. Et ce qui est étrange, c'est qu'il ne veut pas être pris puisqu'il évite de laisser des traces. Effectivement, dans les 3 cas, il aurait pu frapper par derrière, ce qui réduisait les risques. Mais l'assassin ne s'est attaqué qu'à des faibles jusqu'à présent. Un vieillard de 80 ans, la veuve Gibbon, une vieille femme impotente et Gobillard.
Il était complètement ivre quand on l'a assommé. C'est peut-être un signe. Ce qu'il faudrait, c'est découvrir cette espèce de logique qui conduit les faits et gestes du tueur. Quand nous l'aurons découverte, nous ne serons pas loin du but. C'est pour ça que vous étiez dehors la nuit dernière, monsieur Vernon? Oui, j'avoue que depuis le premier crime, je parcours les rues pour étudier le comportement des passants. La ville n'est pas si grande et l'assassin ne cherche probablement pas à se cacher. D'ailleurs, il marche peut-être comme tout le monde sur le trottoir. Peut-être même est-il en ce moment au café. Vous pensez que vous pourriez le reconnaître si vous le rencontriez? Oui, sans doute. Ah, Alain peut nous être utile. Ce qu'il vient de dire. Oh, vous n'êtes pas seul, excusez-moi. Non, c'est urgent, inspecteur. Oui, j'ai quelqu'un avec moi qu'il faudra interroger, monsieur le juge. Je crois que ça en vaut la peine. Oh, eh bien, je vous laisse. Oh, vous n'avez pas peur? Je n'ai pas peur. Émile Chalut, instituteur à l'école des garçons. Ah, c'est monsieur Chalut. Émile Chalut habite à 30 mètres de l'endroit où Gobillard a été tué, au 2e étage. Le reste de la maison est occupé par des bureaux. Vas-y, Chalut, raconte. Hier soir, j'ai entendu du bruit, comme un piétinement dans la rue. À quelle heure? 10 heures. Ensuite? Ensuite, j'ai entendu des pas qui s'éloignaient vers la rue de la République. Des pas précipités, comme quelqu'un qui s'enfuyait? Non, des pas normaux. Des pas d'homme? Certainement. Racontez ce qui s'est passé après. Après quelques minutes, un groupe de personnes qui venaient de la rue de la République s'est arrêté sur le trottoir. Ils parlaient à voix haute. J'ai entendu docteur, commissaire de police. Alors je me suis levé pour aller voir la fenêtre. Tout à l'heure, il m'a raconté qu'après les piétinements, il y avait eu aussi un bruit mou, comme celui d'un corps qui tombait sur le trottoir. C'est bien ça, Chalut? C'est exact. Et tout de suite après, quelqu'un s'est dirigé vers la rue de la République, où se trouve le café de la Poste. Il était 10h10 quand le docteur Vernouille est entré. J'ai des témoins qui se trouvaient dans la salle à ce moment-là. Il est entré, s'est dirigé vers la cabine téléphonique sans dire un mot, et après une conversation très brève, il est ressorti. Il a aperçu le docteur Jussieu qui jouait aux cartes. Il s'est approché, lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et le docteur a annoncé qu'un crime venait d'être commis. Alors tout le monde s'est précipité dehors. Le docteur Vernou a déclaré qu'il avait découvert le cadavre encore chaud sur le trottoir, et qu'ensuite il s'était dirigé vers le café de la Poste pour téléphoner à la police. Si c'était le cas, il y aurait 2 fois des pas dans la rue. Ceux de l'assassin et ceux du docteur Vernou. Et Chalut les a entendus puisqu'il ne dormait pas. Chalut est un honnête homme, un maître d'école respecté. Il n'a pas de raison d'inventer d'histoire. Vous êtes marié, monsieur Chalut? Oui, monsieur. Des enfants? Non. Votre femme se trouvait avec vous la nuit dernière? Dans le même lit. Elle dormait? Oui. Vous vous êtes couchés ensemble? Comme d'habitude. À quelle heure? À 9h30. Vous vous couchez toujours aussitôt? Nous nous levons à 6h du matin. Pourquoi? Parce que nous profitons de la liberté accordée à tous les citoyens français de se lever à l'heure qui leur plaît. Donc vous êtes couché à 9h30? Oui. Nous avons encore bavardé pendant une dizaine de minutes. Puis vous vous êtes endormis tous les deux à 10h20? Ma femme s'est endormie. Et vous? Non. J'ai de la difficulté à trouver le sommeil. Alors quand vous avez entendu les bruits sur le trottoir, vous ne dormiez pas? C'est exact. Vous n'arrivez pas à dormir du tout? Non. Vous étiez complètement réveillé? Assez pour entendre des pétillements ou le bruit d'un corps qui s'écroule. Il pleuvait? Oui. Là, vous habitez au 2e étage, vous deviez entendre la pluie sur le toit. On s'y habitue, on n'y fait plus attention. Et l'eau de la gouttière? Oui. On l'entend. De sorte que les bruits de la rue vous arrivent, comment dirais-je, brouillés par les autres bruits. Il y a une différence entre de l'eau qui coule dans une gouttière, des gens qui piétinent sur le trottoir ou un corps qui s'écroule. Vous n'avez pas eu la curiosité de vous lever? Non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas loin du café de la Poste. Et je ne vois pas.
Le soir, il arrive souvent que des ivrognes passent devant chez nous et parfois, il leur arrive de s'étaler sur le trottoir. Et aussi d'y rester. Vous avez parlé de piétinement, n'est-ce pas? Vous avez donc eu l'impression qu'il y avait plusieurs personnes sur le trottoir, au moins 2. Évidemment. Un seul homme s'est éloigné en direction de la rue de la République. C'est bien ça? Je le suppose. Bah, s'il y a crime, il y a forcément 2 personnes, au minimum, n'est-ce pas? L'assassin et la victime. Donc, 2 hommes au moins se trouvaient à 30 mètres de chez vous au moment du piétinement. Certainement. Mais vous en avez seulement entendu un qui repartait, n'est-ce pas? Oui, je l'ai déjà dit. Et vous les avez entendus arriver quand? Est-ce qu'ils sont arrivés ensemble? Est-ce qu'ils venaient de la République ou du Champ de Mars? Je ne les ai pas entendus arriver. Mais vous ne pensez pas qu'ils pouvaient être ensemble, sous la pluie, depuis longtemps déjà, et que l'un d'eux attendait le moment propice pour tuer l'autre? C'est tout ce que vous avez trouvé? Je ne comprends pas. Cela vous gêne, n'est-ce pas, qu'on puisse mettre en cause quelqu'un de votre clan? Votre supposition ne tient pas debout. Je n'entends pas forcément quelqu'un marcher sur le trottoir dans la rue. Ou plus exactement, je n'y fais pas attention. Pourtant... Laissez-moi finir, s'il vous plaît, au lieu d'essayer de brouiller les pistes. Avant les piétinements, je n'avais aucune raison de m'intéresser à ce qui se passait sur le trottoir. Après, oui, j'étais intrigué. Donc, à partir du moment où vous avez entendu le corps tomber sur le trottoir, personne n'est passé dans la rue? Non. Je n'ai entendu aucun pas avant l'arrivée du groupe qui venait du café de la Poste. Vous vous rendez compte de l'importance de votre déclaration, monsieur Chalut? J'ai répondu à cet inspecteur qui est venu m'interroger. Avant que l'inspecteur Chabiron vienne vous interroger, vous n'aviez pas conscience de la signification de votre témoignage? J'ignorais la déposition du docteur Vernou. Qui vous a parlé de déposition? Il sortait de votre bureau tout à l'heure. Le docteur Vernou n'a pas été convoqué pour une déposition. Disons que j'ignorais ce qu'il a raconté. C'est moi qui l'ai mis au courant, monsieur le juge. Je suppose que vous êtes ravi, monsieur Chalut. Vous n'aimez pas les Vernou? Non. Pas beaucoup. Ni leur monde. Vous ne les avez pas ménagés dans vos discours? Pas toujours. Vous avez interrogé la femme de monsieur? Oui. Elle confirme ses déclarations. Ils se sont couchés un peu après 9h30. Ils ont un peu parlé. Madame Chalut s'est endormie très vite. Ce qui l'a réveillée, c'est de sentir la place vide dans le lit à côté d'elle. Il était 10h15. Elle a vu son mari debout devant la fenêtre. Et aucun des 2 n'est descendu? Non. Ça ne vous intéressait pas de savoir ce qui se passait, monsieur Chalut? J'ai entrouvert la fenêtre et j'ai entendu dire que Gobillard venait d'être assommé. Vous connaissez personnellement le docteur Vernou? Je l'ai croisé dans la rue, comme tout le monde. Vous ne ressentez aucune antipathie contre lui particulièrement? Je vous ai déjà répondu. Vous avez déjà été condamné, monsieur Chalut? J'ai été arrêté plusieurs fois au cours des manifestations politiques. On m'a toujours relâché, après une nuit au violon et le passage à tabac inévitable. Vous maintenez votre déclaration? Oui. Même si elle vous dérange. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un de vos amis. Vous êtes sûr de ce que vous avez entendu devant chez vous la nuit dernière? Vous en êtes assez sûr pour envoyer un homme au bagne ou à l'échafaud? L'assassin, lui, n'a pas hésité à supprimer la veuve Gibbon et le pauvre Gobillard. Et Robert de Courson? Oui. Bien, mais je vais appeler le greffier, après nous entendons votre femme. Elle ne me contredira pas. Vous souffrez d'insomnie, monsieur Chalut? Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, mais je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous vous endormiez difficilement. Couché à 9h30, vous étiez encore réveillé à 10h. Ouais, il y a des années que j'ai des insomnies. Vous n'avez essayé aucun remède? Je prends des comprimés. Vous avez pris des somnifères hier soir. J'en ai pris 2, comme d'habitude, avant de me coucher. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'est pas un crime, à ce que je sache. Et vous n'avez pas demandé? Je dois aussi vous dire que ma femme prend un purgatif. Vous avez pris 2 comprimés à 9h30 et vous ne dormiez pas à 10h10. Si vous aviez l'habitude de ces drogues-là, vous sauriez qu'à la longue, elles font presque plus d'effet. Il me faut plus d'une demi-heure avant de m'assoupir. Mais il est donc possible que quand vous avez entendu les bruits dans la rue, vous étiez déjà assoupi. Si j'avais dormi, je n'aurais rien entendu. Et vous pouviez somnoler. À quoi pensiez-vous? Je ne m'en souviens pas.
Vous pouvez jurer que vous n'étiez pas dans un état entre la veille et le sommeil. Pesez bien ma question. Un parjure est un délit grave. Je ne dormais pas. On peut supposer que les somnifères avaient commencé à produire leur effet, mais sans vous endormir tout à fait. Vous ne pensez pas, monsieur Chalut, qu'il est possible que vous soyez retombé dans un état de somnolence après avoir entendu les pas s'éloigner? Vous ne vous êtes pas levé, vous n'avez pas réveillé votre femme, et vous ne vous êtes pas inquiété, vous nous l'avez dit. Vous nous avez raconté toutes ces choses comme si elles se passaient dans un monde irréel. Ce n'est que quand le groupe est arrivé que vous vous êtes complètement réveillé, parce que les gens parlaient à voix haute. J'aurais dû m'y attendre. Vous êtes tous pareils. Ah, merci pour tout à l'heure. Oh, pas de quoi. Mais ne parlons pas de ça devant ma mère. Je vous laisse tranquille. Merci. Tu crois que j'aurais dû l'arrêter? Qui? Le docteur? Oui. Je ne vois aucune raison pour l'arrêter. Pourtant, Chalut paraît sincère. Ah, j'en suis persuadé. Ah, tu penses donc qu'il n'a pas menti? Il n'a pas menti, mais il est possible qu'il se soit réellement assoupi. Et puis je me méfie du témoignage des gens qui ont entendu quelque chose de leur lit. Surtout de ceux qui souffrent d'insomnie et qui dorment par petites étapes. De toute façon, si c'est le docteur Vernou qui a tué, il est préférable de le laisser en liberté. Dans l'état actuel du dossier, il n'y a aucune preuve contre lui. En l'arrêtant, tu risques de donner satisfaction à une partie de la population. Elle viendra manifester devant la prison. Et tu sais, quand les gens commencent à crier à mort, c'est difficile de les calmer. Ah, tu dis ça pour me rassurer? Non, pas du tout. Dans un cas de ce genre, l'opinion publique désigne souvent très vite, trop vite, un suspect. Je me suis bien des fois demandé comment elle l'a choisi. C'est un phénomène mystérieux et un peu effrayant. Dès le premier jour, les gens se sont tournés vers le clan des Vernou, sans trop se demander si c'était le père ou le fils. C'est vrai. Et maintenant, c'est le fils seulement qui est visé. Si c'est lui l'assassin. Tu le fais surveiller? Il peut échapper à la surveillance. Ce sera imprudent de sa part. S'il se montre trop dans la ville, il risque de se faire malmener. Ah, tu as raison. Mais au fond, je suis content que tu sois ici. Et hier, je l'avoue, ça m'a un peu irrité. Je pensais que tu allais m'observer, me juger. Je me sentais comme un étudiant avant un examen. En province, tu sais, on souffre tous d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de ceux qui viennent de Paris. Et à plus forte raison, quand il s'agit d'un homme comme toi. Tu as dit des choses fort judicieuses tout à l'heure. Tu sais, nous aussi, à Paris, nous devons tenir compte des situations et mettre des gants avec certaines personnes. En tout cas, merci. Je vais passer l'après-midi à interroger les témoins que Chabiron aura dénichés. Tu veux les voir? Sois gentil avec la femme de Chalut. Avoue que ces gens sont sympathiques. C'est vrai. Tâchez de savoir ce que le docteur Fessé à la fille Sabati. Tu la connais? Sabati, non? Ce serait peut-être intéressant de savoir qui elle est. Je peux téléphoner au commissariat, Ferron s'en occupera. Tu m'as bien dit que le docteur Vernou n'est pas un coureur. À ma connaissance. Tu veux la voir, cette femme? Pardon, mesdames. Je cherche mademoiselle Sabati. Louise, Je crois, oui. la troisième porte là-bas. Ah, merci.
Mademoiselle Sabati, Qu'est-ce que vous voulez? vous parlez de la part du docteur Vernou. Qu'est-ce qu'il me fait dire? N'ayez pas peur, je suis un ami. Je veux simplement parler avec vous quelques instants. C'est Alain qui vous envoie? Non. Alors il sait pas que vous êtes ici. Non, mais n'ayez pas peur. Vous êtes de la police? Oui et non. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, Alain? Chez lui, probablement. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous a parlé de moi? Il y a longtemps que vous êtes la maîtresse du docteur. Comment vous le savez? Vous venez de vous réveiller. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Asseyez-vous. Vous êtes sûr qu'il va pas venir? Vous avez peur? Il est jaloux. Il vous aime. Je crois que oui. Je sais que j'en vaut pas la peine, mais... Vous voulez vraiment pas vous asseoir? D'abord, vous êtes qui, vous? Le commissaire Maigret de la police judiciaire. Ah, c'est vous? C'est lui qui vous a parlé de moi? Non. Mais ce soir, je suis invité chez lui, ou plutôt chez son père. Vous savez qu'il risque d'avoir des ennuis. Pourquoi? Certains pensent qu'il est l'assassin. C'est faux, c'est pas lui, il avait aucune raison de faire ça. Tâchez de savoir ce que le docteur faisait à la fille Sabati. C'est sûrement une connasse de l'immeuble. Pourquoi? Parce que personne n'est au courant. C'est une saloperie, c'est une vengeance. Asseyez-vous. Il y a longtemps que vous êtes sa maîtresse? 8 mois et 10 jours. Je travaillais au café de la Poste. C'est là que je l'ai rencontré. Il venait de temps en temps l'après-midi, il s'asseyait toujours à la même place, près de la fenêtre. Tout le monde le saluait, mais il parlait à personne. Au bout de quelque temps, j'ai remarqué qu'il me suivait des yeux. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Vous verrez qu'Alain n'est pas celui que vous croyez. Vers la fin, il est venu aussi le soir. Et une fois, il est resté jusqu'à la fermeture, mais ce soir-là, j'avais un rendez-vous. Avec un marchand de vin. On allait faire ça sur un banc au Champ de Mars. Vous avez compris? Oui. Ça durait jamais longtemps. Ce soir-là, quand je suis repartie, en traversant la place, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée. C'était le docteur. J'ai eu peur et je lui ai demandé ce qu'il voulait, mais il restait planté devant moi sans rien dire. Au bout d'un moment, il a murmuré « Pourquoi vous avez fait ça ?» Alors moi, j'ai éclaté de rire et il a ajouté « Ça me fait beaucoup de peine parce que je vous aime. » Il n'avait jamais osé me dire qu'il m'aimait et qu'il était malheureux. Après, c'est moi qui me suis mise à pleurer. Il vous a accompagné ici? Non, seulement après une semaine. Les jours d'avant, il est venu au café et il me surveillait. Il était jaloux, même quand je remerciais un client qui me donnait un pourboire. Il est toujours jaloux, il veut pas que je sorte. Il vous bat. C'est son droit, Ça lui arrive souvent? presque chaque fois. Chaque fois. Vous le trompez? Ça m'est arrivé au début, parce que j'avais pas compris qu'il m'aimait autant. Je croyais que c'était comme avec les autres. Vous savez, j'ai commencé à 14 ans, alors. Quand il a su, j'ai vraiment pensé qu'il allait me tuer. J'avais jamais vu un homme dans un état pareil. Il est resté étendu sur le lit pendant 1 heure, sans dire un mot, les poings serrés en fixant le plafond, c'était effrayant. Et vous avez recommencé? 1 ou 2 fois. Et maintenant, c'est fini. Il vient souvent? Presque tous les soirs.
Vous l'avez attendu hier soir? Oui. Il n'est pas venu. Ça change pas grand-chose, je saurai jamais. Vous restez ici enfermé toute la journée? Mais je suis pas enfermée puisque je vous ai ouvert. Et lui? Il n'a jamais pensé à vous enfermer? Au début, oui. Pendant une semaine, il a essayé. Il vous donne de l'argent? Quand il en a. Il est riche pourtant. C'est drôle, tout le monde croit ça, mais il est comme un étudiant qui doit mendier chaque semaine un peu d'argent à son père. Il pourrait peut-être travailler un peu, lui aussi. Ça le regarde, ça. C'est son problème, c'est pas le mien. C'est tout ce que vous mangez. Je mange ce que je peux. Il y a des semaines où son père lui donne pas un sou. Ces gens qu'on croit riches, c'est que de la façade. Une belle maison avec rien dedans. Ils sont toujours en train de se battre pour soutirer de l'argent aux vieux et je sais que les commerçants attendent pendant des mois avant de se faire payer. Mais sa femme n'a pas une fortune? Si elle en avait, elle l'aurait pas épousé. Elle croyait qu'il était plein aux as quand elle a vu ce qu'il en était. Elle lui a craché son venin à la gueule. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous savez. Je pense tout simplement que vous l'aimez. Oui. Et je les emmerde tous. J'ai lu ce qu'ils écrivent sur le journal. Ils tournent autour du pot, mais on sent bien qu'ils le soupçonnent. J'ai entendu des bonnes femmes dans la cour qui parlaient à haute voix pour que j'en perde pas une. Qu'est-ce qu'elle disait? Du moment qu'on cherche un timbré, il n'y avait pas besoin d'aller bien loin pour le trouver. Elles avaient peut-être entendu les scènes qu'il vous faisait. Parce qu'il aime une fille comme moi et parce qu'il est jaloux, vous croyez tous qu'il est fou? Vous aussi? Dites-le, va. Dites-le, vous pensez qu'il est fou. Vous êtes persuadé qu'il est fou. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai aucune raison de penser cela. Et certainement pas parce qu'il vous aime. Ne vous rabaissez pas inutilement, Louise. Je vous le promets, je vais tout faire pour qu'on découvre le vrai coupable. Vous êtes sûr que c'est pas lui, alors? Je reviendrai vous voir. Vous n'êtes rien, vous voyez bien. Je reviendrai. Une promesse. Ah, ça commence à bouger. Le commissaire m'a téléphoné. Ils ont mis en place un comité de vigilance. Je ne vais pas les en empêcher. Ah, je vous ai prédit hier dans le train que vous viendriez me voir, Monsieur Maigret, avec notre ami commun. Ma famille ne va pas tarder, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore là. Arsène, allez donc voir si madame est prête. Prévenez aussi mademoiselle Lucille, le docteur et madame. Bien. Vergène et Omal vont venir? Non, malheureusement pas, mon cher Julien. Le notaire a la grippe et de Vergène reçoit des parents de sa femme. Mais servez-vous, vous pouvez m'excuser. Vous êtes combien d'habitude pour le bridge? Oh, pas beaucoup, en général 4. En dehors de la famille. Et la famille est au salon quand tu arrives? Oui. Vous êtes seul? Votre père vient de monter. Oui, je l'ai croisé dans l'escalier. Les dames ne sont pas encore descendues? Je pense qu'il est allé les chercher. Il n'y aura pas d'autres invités ce soir, je crois. Vous avez vu? Ils surveillent la maison. Il doit y en avoir d'autres derrière, dans la ruelle. C'est très bien. Pourquoi? Parce que s'il y a un nouveau crime, ils ne pourront plus accuser quelqu'un de la maison. Vous prévoyez un nouveau crime? S'il s'agit d'un fou, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Commissaire Maigret, de la police judiciaire. Bonsoir, Julien. Ma belle-sœur descend tout de suite.
Nous avons eu une panne d'électricité, ce qui a retardé le dîner. Le courant a dû être coupé dans toute la ville. Vous voulez un cigare, commissaire? Ta femme ne descend pas? Elle doit probablement être retenue par les enfants. Vous jouez au bridge, commissaire? Non, désolé. Mais je prendrai certainement un grand plaisir à suivre la partie. Mais comment allons-nous jouer, Julien? Isabelle, vous, moi? Alain? Pas ce soir, ne comptez pas sur moi. Mais reste ta femme. Peux-tu aller voir si elle est prête? On commence? Non. Pourquoi m'a-t-on fait descendre alors? Alain est allé prévenir sa femme. Elle ne viendra pas. Pourquoi? Elle a ses névralgies. Les enfants étaient insupportables, la gouvernante a donné son congé. C'est Jeanne elle-même qui s'occupe du bébé. Alain la décidera. Dans les grandes familles, il en est toujours ainsi, n'est-ce pas? Chacun tire de son côté, chacun a ses préférences, ses difficultés, ses petites manies. Excusez-moi, les enfants étaient abominables. La gouvernante a donné son congé? On en parlera plus tard. Le commissaire Maigret. Chantez. Alors, on joue? Un chaos. Passe. Passe. Un cœur. Passe. 2 trèfles. Passe. Passe. Eh bien, Hubert, vous n'avez pas le droit de passer. Vous savez que j'ai au moins 11 points. C'est élémentaire. C'est forcing pour un tour. Je vous demande pardon. J'aurais dû répondre 3 piques. Ça n'a pas d'importance. Vous ne pourriez pas savoir ce que j'ai en main. Puisque Jeanne a annoncé 2 cœurs, vous deviez savoir de quel côté faire l'impasse. Elle avait fatalement la dame de cœur. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Hubert? Vous jouez comme un débutant. On dirait que vous n'écoutez pas les annonces. Pourquoi vous demandez 4 trèfles que vous chutez alors qu'il y a sur table la manche à 300 atouts? J'attendais que vous le disiez. Mais moi, je ne pouvais pas les demander. Je n'ai aucune tenue à carreaux. C'est vous qui deviez les demander. Je ne peux pas deviner que vous avez As et Roi de carreaux. Je vous assure, Lucille, j'étais parfaitement dans mon droit d'annoncer 2 piques d'entrée. Mais vous n'aviez même pas l'As de pique, ni celui de carreau. Non, mais j'avais 21 points d'honneur, dont 6 piques, par roi, dame, valet. L'as de cœur, le roi de cœur et un petit. L'as de trèfle sec et 3 carreaux, par roi, valet. Ça vous intéresse, commissaire? Beaucoup. On change. Prenons d'abord notre revanche. Je préfère changer. Je joue avec vous, Julien. J'ai de la chance, rien d'autre. Mais tu vois, je suis un débutant qui progresse. On continue? On finit le tour. Deux parties sur 3, c'est pas si mal. Vous voyez, commissaire, quoi qu'en dise ma belle-sœur, je ne suis pas si lamentable. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que si on parvient à saisir le mécanisme de pensée de l'adversaire, la partie est déjà à moitié gagnée, quelles que soient les cartes. Mais ça demande un certain temps. C'est comme pour vendre une ferme ou un terrain. D'abord savoir ce que l'acheteur a dans la tête. Je vous en prie, Hubert. Quoi? Nous ne sommes pas ici pour parler affaires. Oh, pardon, Lucille, j'oubliais. Les femmes veulent bien qu'on gagne de l'argent, mais elles préfèrent ignorer comment ils se gagnent. Vous avez bu? Juste 2 verres. Vous sont montés la tête, mon ami. Je crois qu'il est temps de vous quitter. Bonsoir. Il est 10h30 à peine. Un dernier verre, commissaire. Ce que les Anglais appellent un nightcap. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Au revoir, commissaire. Je vous accompagne. Ça ne vous ennuie pas, commissaire? Mais pas du tout.
vous entrez? Non, je suis un peu fatigué. On se verra demain matin. Ben, je serai au palais. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, Chabot. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Et toi, Julien? Oui, maman. Je vous accompagne jusqu'à l'hôtel? Volontiers. Que pensez-vous de mon père? Il ne me donne pas l'impression d'être vraiment heureux. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont vraiment heureux? Au moins pour un certain temps, oui, je le crois. Vous êtes malheureux, vous, monsieur Vernou? Au moins. Pourtant, vous essayez vous aussi d'avoir votre part de joie. Je ne comprends pas. Non, je veux dire que il n'y a pas de gens absolument malheureux. Chacun s'accroche à quelque chose, se fabrique ou s'invente une sorte de bonheur malgré tout. C'est justement cette recherche du bonheur malgré tout, ce que j'appelle les compensations, qui créent les déséquilibres et les névroses. Les gens qui boivent ou jouent aux cartes en ce moment au Café de la Poste essaient de se persuader qu'ils y trouvent leur bonheur. Et vous? Moi? Vous ne cherchez pas de compensation? Je ne comprends pas. Vous n'irez pas au quartier des casernes ce soir? Vous savez? Oui. Vous l'avez vu? Oui, nous avons eu une longue conversation. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Tout. Je ne vous juge pas, docteur, mais vous évoquiez la recherche instinctive des compensations. Oui. Vous connaissez les compensations de votre père? Vous ne répondez pas? Parce que j'ignore la réponse. Il n'a pas d'aventure? Pas ici, en tout cas, pas dans cette ville. Il est trop connu. Vous l'aimez, votre père? Je le plains. Mais avant, c'était pire. Ma mère et ma tante se sont un peu calmées. Vous aviez envie de me parler de votre père ce soir? Oui. Je voulais savoir ce que vous pensiez de lui. Vous n'étiez pas plutôt inquiet de savoir si je connaissais l'existence de Louise Sabati? Comment l'avez-vous su? Par une lettre anonyme. Chabot et la police sont au courant? Non, pas pour le moment. Je n'ai pas parlé de la lettre, ni de mon entrevue avec votre ami. Pourquoi? Dans l'état actuel de l'enquête, ça ne présente pas d'intérêt. Louise n'y est pour rien. Vous avez quel âge, monsieur Vernou? 45 ans. Et après vos études de médecine, vous n'avez jamais essayé de vivre par vous-même? Vous ne répondez pas? Vous ne comprendriez pas. Manque de courage? Vous êtes revenu ici pour protéger votre père? C'est difficile à dire. Je suis revenu un jour, passer quelques semaines de vacances, et puis... Vous êtes resté? Oui. Par lâcheté? Peut-être. C'est Maigret, l'autre c'est le fils Vernou. Oui, je les ai reconnus. Vous feriez mieux de rentrer. Oui. Je vous remercie. De quoi? De rien. Oui? Je l'ai trouvée ce matin dans l'entrée. On a dû la glisser sous la porte cette nuit. J'ai préféré vous l'apporter moi-même, avec tous ces racontards. Merci. Est-ce que je peux avoir encore un peu de café? Certainement, monsieur le commissaire.
Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas les domestiques? Entrez. Le juge d'instruction vient de téléphoner. Il veut que vous passiez le voir au palais de justice. Vous connaissez de la nouvelle, monsieur le commissaire? Il paraît qu'on a retrouvé l'arme. Ah oui? Ça, je suis navré de te faire venir ici le dimanche. Merci, Virginie. J'aurais voulu d'abord te parler seul à seul, mais c'est impossible. Tu viens? Le procureur Martel. Très heureux, commissaire. Un tuyau de plomb. C'est ça. Pas d'empreinte? Non, seulement des traces de sang et quelques cheveux collés. Vous l'avez trouvé où? Chabion. J'ai suivi les bonnes vieilles méthodes. J'ai interrogé avec mon collègue tous les habitants de la rue. J'ai fouillé dans tous les coins. Je l'ai trouvé à quelques mètres de l'endroit où Gobillard était assommé. Dans une cour appartenant à un marchand de bestiaux. Il était près d'une écurie, au milieu du fumier. L'assassin a dû le lancer par-dessus le mur quand il a entendu les pas. Quelqu'un l'a examiné pour les empreintes? Oui, moi. Aucune trace. L'assassin devait porter des gants. Et les cheveux? Je suis allé à la mort pour les comparer avec ceux de Gobillard. Ça colle. Bah, à première vue, cette découverte confirme la déposition d'Émile Chalut. L'arme a été découverte sur le lieu du crime. On peut donc en déduire que le docteur s'en est débarrassé avant d'aller téléphoner au café de la Poste. Si après son meurtre, l'assassin s'était enfui avant l'arrivée du docteur Vernou, il n'avait aucune raison de lancer l'arme par-dessus le mur de la cour. C'est son troisième crime. Il avait déjà tué à 2 reprises et chaque fois il avait emporté son arme. Nous n'avons rien retrouvé à la rue Rabelais, ni à la rue des Loges. Il est évident qu'il a frappé 3 fois avec le même tuyau de plomb. Pour le dernier crime, il n'était pas poursuivi. Personne ne l'avait vu. Donc aucune raison de se débarrasser de l'arme. Par contre, si nous admettons que c'est le docteur Vernou qui a tué, l'objet est compromettant. Pourquoi est-il allé avertir la police? Parce que ça le mettait hors du coup. Il a pensé que personne ne soupçonnerait celui qui donne l'alarme. Et ce n'est pas tout. Vous savez, racontez, Ferrand. Hier, quand on m'a demandé si je connaissais une certaine fille Sabati, j'ai hésité à envoyer un de mes hommes. Et puis, comme c'était sur mon chemin... Vous y êtes allé? Oui. C'est là que j'ai appris que vous l'aviez vu avant moi. Elle vous l'a dit? Pas tout de suite. Elle a refusé de m'ouvrir sa porte. Vous l'avez menacé? Je lui ai seulement dit que ça pouvait lui coûter cher de jouer à ce jeu-là. Elle m'a laissé entrer. Et j'ai tout de suite vu son échymose sur la joue. Je lui ai demandé qui lui avait fait ça. Elle a refusé de répondre. Alors, j'ai décidé de l'emmener au poste. Où là, c'est plus facile de les faire parler. Ça fait 8 mois qu'elle est sans travail. Donc, légalement, elle est sans ressources. Comme elle reçoit régulièrement un homme chez elle, ça la place dans la catégorie des prostituées. C'est la première chose dont je lui ai parlé. Elle a compris. Elle a pris peur. Elle s'est débattue longtemps et puis elle a craqué et elle a fini par avouer qu'elle vous avait tout dit. Tout dit quoi? Ses relations avec Vernou, les scènes qu'il lui faisait, sa jalousie, son comportement de malade, les crises de colère qui piquaient quand il la rouait de coups. Elle a passé la nuit au poste? Oui, je l'ai relâchée ce matin. Elle a signé sa déposition? Bien sûr, elle ne serait pas partie sans ça.
Ah, je n'étais au courant de rien. Quelle conclusion tirez-vous de cette histoire? Ça nous montre le docteur sous un jour nouveau. D'ailleurs, les voisines nous l'ont confirmé, à chacune de ses visites, il y avait une scène. Elles ont même hésité quelquefois à avertir la police. Pourquoi ne l'ont pas fait? Peut-être que ça leur faisait plaisir d'entendre crier Louise Sabati quand son amant la frappait. Une manière de se venger de cette fille qui ne faisait rien de toutes ses journées. Et elle est où maintenant? Chez elle. Je lui dis de retourner chez elle et de se tenir à la disposition du juge d'instruction. Il est certain que ce que vous avez découvert ce matin met le docteur Verneau dans une situation difficile. Il m'a raccompagné jusqu'à l'hôtel hier soir. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait après m'avoir quitté? Il est retourné chez lui. Je suis en contact avec le comité de vigilance. Des hommes l'ont vu rentrer chez lui, rue Rabelais. Est-ce qu'il a l'habitude d'aller à la messe le dimanche? Ah non, il ne va jamais à la messe. C'est le seul de la famille. Et il est sorti ce matin? On ne m'a rien signalé. Ce qu'il s'agit de savoir maintenant, c'est si nous possédons assez de preuves contre Alain Vernoux pour le mettre en état d'arrestation. C'est vous que ça regarde, Chabot. C'est votre responsabilité. Dès le premier meurtre, l'opinion publique a désigné Alain Vernoux. J'ai reçu plus de 20 lettres anonymes désignant la maison de la rue Rabelais, m'accusant de ménager des gens riches avec qui il entretient des relations mondaines. Et les 2 autres crimes n'ont pas atténué les soupçons. Depuis longtemps, Alain Vernoux est considéré par certains comme un homme à part, un homme pas comme les autres. Et pourtant, la déposition de la fille Sabati est accablante pour lui, je le sais. De même que l'arme qui a été retrouvée et les dépositions de chalut. Mais 3 crimes en une semaine, c'est beaucoup. Il est normal que la population s'inquiète et qu'elle cherche à se protéger. Moi, jusqu'ici, j'ai hésité car j'estimais que je n'avais pas d'indices suffisants. C'est une grosse responsabilité, en effet, qu'on vient de leur lever le procureur. En état d'arrestation, un homme du caractère de Vernoux, ou même coupable, se taira. Il s'agit de savoir s'il vaut mieux l'arrêter maintenant ou attendre que... On a bien arrêté Louise Sabati et on l'a gardée toute la nuit. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Ce matin, il y a la messe et nous assistons à une sorte de trêve. Mais à l'apéritif, dans les cafés, on va recommencer à parler. Vous savez que j'ai joué au bridge hier soir et que le commissaire Maigret m'accompagnait. C'est difficile de faire comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez ou pas? Et j'ai peur d'un incident qui pourrait avoir des conséquences graves. Il suffit de rien. Une ivrogne qui se met à crier des insultes devant la maison. Un excité qui lance une pierre dans les vitres. Vous l'arrêtez ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Vous l'avez laissé dans votre bureau, monsieur le procureur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui. À ma place, qu'est-ce que tu... Je suis pas à ta place. Mais tu crois que le docteur est fou? Ça dépend ce qu'on appelle un fou. Mais qui l'a tué? Attends un instant. Je lui ai reparlé. Faut d'abord que j'en finisse. Tant pis si je me trompe. Bon, allez-y tous les deux, mais aussi discrètement que possible, n'est-ce pas? Il faut éviter les manifestations. Vous avez une voiture? J'ai la mienne. Vous me tiendrez au courant, Chabot. Si je ne suis pas chez moi, appelez chez mes beaux-parents. Et les journalistes? Ne leur dites rien maintenant. Annoncez-leur que je ferai une déclaration d'ici une demi-heure. Il reste temps. N'allez pas directement à la rue Rabelais. Passez par le centre. On l'amène ici? Ah non, directement à la prison. Il sera plus en sécurité, c'est la foule. Commencez à s'agiter. Il me donne tort. J'ai peur. Peur de quoi? Des conséquences de certaines méthodes. En toute conscience, je ne pouvais pas agir autrement. Non, je sais, c'est pas à ça que je pense. À quoi alors? Je pense que certaines pratiques policières sont dangereuses. Surtout quand elles s'attaquent à des gens vulnérables. Dans une demi-heure, nous pourrons aller l'interroger. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé hier soir? De Louise Sabati?
Oui. Pour éviter ce qui est arrivé. C'est arrivé quand même. Oui. Je prévoyais pas que Ferron s'en occuperait. Les journalistes sont toujours là? Je me demande comment il va réagir. Allô, Chabot. Ici Chabiron. Le docteur Vernou a disparu, monsieur le juge. Vous êtes sûr? Il y avait un homme de Ferron devant la maison, il l'a laissé partir. Vous avez fouillé la maison? Oui, partout. On va rester ici. Je vous rappellerai dans un moment. Alain Vernou est parti? Oui, toute la famille s'est rendue à la messe, sauf lui. Oui, je sais, je les ai vus. À leur retour, personne ne s'est inquiété. Quand mes hommes sont arrivés, on l'a appelé, il n'était pas chez lui. Tu crois qu'il a pris la fuite? Il n'y avait pas de tes hommes en faction dans la rue? Ah oui, on l'a questionné. Il paraît que le docteur est sorti un peu après le reste de la famille. Il est descendu vers la ville à pied. Et on l'a pas suivi? J'avais pourtant donné des instructions. Mais peut-être que la police a pensé que le dimanche matin, c'était pas nécessaire. Non, si on le rattrape pas, on va dire que j'ai fait exprès de le laisser échapper. Ça, on le dira certainement. Mais il n'a pas de voiture. Il n'y a pas de train avant 5 heures. Donc il doit pas être très loin. J'espère. Ça m'étonnerait pas qu'il soit retourné chez Louise Sabati. Il y a 3 jours qu'il l'a pas vu. Donc qu'est-ce que tu as? Rien, j'ai peur, c'est tout. Tu ferais bien d'envoyer tes hommes là-bas. Qu'est-ce qu'ils font, mon Dieu? Je ne comprends plus. Allô? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Oui, oui, je suis le juge Chabot. Vous n'entendez pas? Bien. Chabiron vient de passer avec sa voiture. Il y avait quelqu'un derrière penché sur un corps. Est-ce que l'un d'entre vous a une voiture? Oui, j'ai la voiture du journal. Le commissaire Ferron m'a dit de téléphoner de l'épicerie, mais je comprenais rien du tout. Laissez passer. J'ai envoyé une voisine pour vous téléphoner. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. On a frappé, comme personne répondait, Chabiron a enfoncé la porte. J'ai tâté le pouls. Il bat plus. J'ai aussi placé un miroir devant sa bouche. Et la fille? Elle était là par terre, comme si elle avait glissé du lit. Elle a vomi. Elle bougeait plus, mais elle vivait encore. Chabiron l'a transportée à l'hôpital. Vous êtes sûr qu'elle respirait? Ah oui. Elle respirait avec un drôle de bruit dans la gorge. Les voisins me sont tombés dessus. Je suis resté à la porte. J'ai plus rien pu faire. Du Véronal. Elle était habillée? Oui, en combinaison. Le suicide est évident. Docteur Giraud, l'inspecteur Chabiron m'a prévenu. Mort. Toujours la même chose. Et la jeune femme qu'on vous a amenée? A des chances de s'en tirer. Faites-le transporter chez nous. Messieurs.
Qu'est-ce que c'est? On dirait des lettres d'amour. Vous permettez? Qu'est-ce qu'il l'aimait, nom de Dieu? Mon amour, ma toute petite. Je t'ai quitté il y a à peine 1 heure et tu me manques déjà. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. J'ai regagné ma prison et je te désire tant que j'en suis malade. Une nuit sans toi, quel temps perdu, quelle souffrance. Si j'avais le courage. Des lettres? Ce sont les lettres d'Alain Vernou. Tu ferais peut-être bien de t'en occuper. S'il vous plaît. Il faut prévenir la famille, tu vois pas? On lui a envoyé Ferron. Où? À rue Rabelais pour prévenir la famille. Parlez d'abord au père. Qu'est-ce que je lui dis? La vérité. Je l'ai cordé. Non, ne laissez entrer personne. Ah, je pense que l'affaire est close. S'il n'était pas coupable. Je ne vous ai pas entendu rentrer. Bonjour, madame. Vous avez mangé? Non, pas encore. Rien de grave. Alain Vernou s'est suicidé. Non, excuse-moi, maman, mais j'aimerais que tu nous laisses seuls un instant, s'il te plaît. Pourquoi il a fait ça? Tu as lu ces lettres? Mais s'il n'était pas coupable. Hier, Ferron a emmené Louise Sabatier au commissariat. Il l'a interrogée. Et il l'a gardée toute la nuit au violon. Il a agi sans mes instructions. Il l'a fait quand même. Et ce matin, quand Alain Vernou s'est précipité chez son ami, il a tout appris. C'est pas une raison. C'est suffisant. Demain, toute la ville aurait été au courant. Ferron aurait continué à s'acharner sur la petite et finalement, on l'aurait condamné pour prostitution. Eh oui, il a été maladroit. Mais c'est pas une raison pour se suicider. Ça dépend de la personne. Moi, tu penses qu'il n'est pas coupable? Et toi? Ah, je pense que tout le monde va le croire coupable et que tout le monde sera satisfait. Tu vas clore l'affaire? Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu te souviens de ce que nous disait Alain Vernou l'autre soir? À propos de la folie? Oui. Un fou a sa logique. Il peut vivre sans que personne s'aperçoive de sa folie. Et il ne tuera pas sans raison. Il lui faut au moins une provocation, une cause, qui peut paraître insuffisante à une personne sensée, mais qui lui paraît suffisante à lui. Le premier crime, celui de Robert de Courson, le beau-frère, est pour moi le seul qui compte, le seul qui puisse te fournir une indication. Tu te fies à la rumeur publique. La rumeur publique ne naît pas de rien. Et l'opinion de la foule? Il arrive qu'elle se trompe dans ses manifestations, mais je l'ai constaté depuis des années, il existe toujours une base sérieuse. La foule a un instinct. Oh, pour toi, c'est donc bien Alain Vernou? Non, je ne dis pas ça. Quand Robert de Courson a été tué, les gens ont fait un rapprochement avec les Vernou. À ce moment-là, il n'était pas question de folie. Le meurtre de Robert de Courson pouvait très bien avoir été commis, disons, pour des raisons normales. Par exemple, dans un mouvement de colère. Oui, tu as raison. Sans doute. Puis il y a les 2 autres crimes. Commis coup sur coup, tous les 2 de la même manière. Comme si l'assassin avait voulu signer son acte. Le souligner.
Mais ces deux crimes restent inexplicables. Je me demande pourquoi il était si pressé. Pressé? Oui, pressé de tuer encore, de tuer à nouveau. Comme s'il voulait prouver à l'opinion publique qu'un fou criminel rôdait dans la ville. Mais tu veux dire qu'il n'est pas fou? Mais pas totalement. J'aurais bien aimé aborder cet aspect du problème avec le docteur Vernou. Je me souviens qu'il disait « Même un fou n'agit pas forcément en fou ». Chapeau à l'appareil. Ah oui, oui, madame. Il est ici, oui. Non, je vous le passe. Ta femme. Oui, ça va bien. Et toi? Écoute, je t'appellerai ce soir. Bon, je te laisse, c'est pas facile de te parler. Allez, je t'en Ah, bonjour, ferme. Un apéritif? Si je veux bien, oui. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors? Comment ça s'est passé? Le maître d'hôtel m'a ouvert la porte et j'ai demandé à voir Hubert Vernou. Passez-vous. J'ai dû attendre longtemps. Enfin, quand il est arrivé au bout du couloir, dès qu'il m'a vu, il m'a demandé tout de suite si on l'avait retrouvé. Et je lui ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Il s'est arrêté et il m'a fixé d'un air supérieur, mais j'ai bien vu que ses mains et ses lèvres tremblaient. Et je lui ai dit, votre fils est mort. Il a répliqué, c'est vous qui l'avez tué? Alors je lui ai répondu qu'il s'était suicidé le matin, dans la chambre de sa maîtresse. Il n'a pas réussi à payer? J'ai l'impression que ça lui a fait un choc, oui. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait me poser encore une question. Et puis il a simplement murmuré... Il avait donc une maîtresse. Sans me demander qui elle était, ni ce qu'elle était devenue. Il m'a ouvert la porte. Et puis quand il a vu tous ces curieux et ces journalistes, il a dit... Peut-être que maintenant ces gens vont nous laisser en paix. Il leur a fait face, un moment, et puis il a refermé la porte lentement. Et Louise Sabatier? Chabiron est avec elle à l'hôpital à son chevet. Mais les médecins n'ont pas pu se prononcer. Je peux aller manger? Oui. J'ai laissé 2 hommes à la porte du Vernou. La foule est calme? Maintenant qu'un Vernou s'est suicidé, je pense qu'il n'y a pas de risque. La maison de Madame Page, vous connaissez? Léontine? Oui. C'est la maison derrière, dans la rue, au numéro 30. Merci. Vous étiez la femme de ménage de Robert de Courson, n'est-ce pas? Pendant 15 ans. J'ai déjà tout dit. À qui? Police aux journalistes. Je sais rien. Tu veux voir comment il est? Je peux pas quitter son lit. Ses jambes le portent plus. Il travaillait au chemin de fer et il était coincé entre 2 wagons. J'ai lu tout ce qu'on raconte sur vous, monsieur Maigret. Léontine, apporte un verre. Vous connaissez ça? Bien sûr, c'était sur la table du bureau. Chez Robert de Courson? On a dû changer la tuyauterie qui avait gelé pendant l'hiver. Et il gardait ce bout de tuyau sur sa table. Il y avait tellement de désordre, je pouvais toucher à rien. Juste balayer, enlever la poussière et faire la vaisselle. C'était un maniaque. J'ai pas dit ça. J'ai pas à me plaindre de lui. Sauf qu'il y a des mois que t'as pas été payé. C'est pas sa faute. Si les autres, ceux d'en face, Vernou, le beau-frère Smatuvul, lui avaient donné l'argent qu'il lui devait. Vous n'avez jamais eu envie de jeter ce bout de tuyau? Oui, le patron voulait pas. Il l'utilisait comme presse-papier. Et puis un jour, il m'a dit, ça peut toujours être utile si jamais des cambrioleurs rentrent chez nous. C'était complètement idiot. Il avait une collection de fusils, il y en avait partout. C'est vrai que son neveu, le docteur, s'est tué? Oui. C'est sûrement lui l'assassin. Vous connaissiez les Vernou? Comme tout le monde. Avant mon accident, ça m'est arrivé de les croiser dans la rue. J'ai entendu dire qu'ils n'avaient plus un sou, qu'ils empruntaient même à leurs domestiques. Ça doit être vrai parce que le patron de Léontine ne recevait plus sa pension et qu'il ne pouvait plus la payer.
Monsieur n'est pas visible. Il est ici. Je crois qu'il est couché. Dites-moi, les fenêtres de votre chambre donnent sur la rue? Oui, ma femme et moi, nous sommes au 3e. Vous pouvez donc voir la maison d'en face, celle de Robert de Courson. Oui. Qu'est-ce que c'est, Arsène? Monsieur le commissaire voudrait voir monsieur. Vous voulez parler à mon beau-frère? Venez, je peux vous recevoir à sa place. C'est monsieur Vernou que je voudrais voir. Il n'est certainement pas en état de vous répondre. Elle était pleine à midi, il est resté dans cette pièce à peine une demi-heure. Ça lui arrive souvent? Presque tous les jours. Maintenant, je pense qu'il va dormir jusque vers 6 heures. Ma sœur et moi, nous avons essayé d'enfermer les bouteilles, mais il s'est fait faire une clé. Il vaut mieux qu'il boive ici plutôt que d'aller se saouler Dieu sait où. Il fréquente les cafés? Qui sait? Il peut sortir par la petite porte qui donne sur la rue derrière. On voit qu'il a bu quand il a les yeux rouges et qu'il commence à bégayer. Il finira comme son père. J'aimerais bien le voir. Vous ne pouvez pas revenir plus tard? Non, il faut que je rentre à Paris ce soir. Arsène, conduisez le commissaire chez monsieur. Bien. On verra bien. C'est moi, monsieur. Le commissaire est avec moi. Il insiste pour vous parler. C'est où? Qu'est-ce que vous voulez? Je désire vous parler. Asseyez-vous. Permettez. Asseyez-vous. Vous avez vu quelqu'un dans la maison? Votre belle-sœur. On vous a dit que j'avais bu. Elle m'a montré une bouteille de mar. C'est dur, monsieur, surtout quand on n'a qu'un fils. Vous avez vu sa mère? Non. Elle va jouer les malades. C'est sa tactique. Elle se porte malade et on n'ose plus rien lui dire, vous comprenez? Alors sa sœur la remplace. Elle prend la maison en main, comme elle dit. Pourquoi vous voulez me parler? Vous alliez souvent chez votre beau-frère Courson? Une fois par mois, pour lui apporter son argent. On a dû vous mettre au courant, c'est moi qui lui portais chaque mois de quoi vivre. Vous avez donc aperçu ce bout de tuyau sur son bureau? Il me semble, oui. C'est le seul indice matériel que nous possédons dans cette affaire. La police ne semble pas en avoir saisi toute l'importance. Elle a conclu très vite que les 3 crimes étaient plus ou moins identiques, sans remarquer que le premier était totalement différent des autres. En entrant chez votre beau-frère Courson, le meurtrier n'avait pas d'arme. On peut donc en conclure qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Quelque chose pourtant s'est produit qui l'a poussé à commettre son crime. L'attitude provocante de Courson, ou peut-être même un geste menaçant de sa part. Les 2 autres crimes sont différents. La veuve et Gobillard ont été tués de sang-froid, avec préméditation. L'assassin avait déjà son arme à la main. Il a attaqué pour tuer. Chez Courson, il est entré sans arme, puisque le tuyau était déjà sur le bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? De mon raisonnement. Je croyais que cette affaire était résolue. Supposez qu'elle le soit, j'aimerais bien comprendre. Quand on a affaire à un fou... Et s'il ne s'agissait pas d'un fou? En tous les cas, pas d'un fou, tel qu'on entend ce mot habituellement. C'est-à-dire? Je vais essayer d'être clair, monsieur Vernou. Un homme se rend chez Robert de Courson le soir, sans se cacher. Il n'a donc pas de mauvaises intentions. Et puis, pour des raisons que nous ignorons, il est amené à le tuer. Il ne laisse aucune trace et il emporte l'arme.
Cela signifie qu'il ne veut pas se laisser prendre. Il s'agit donc d'un homme qui connaît la victime et qui a l'habitude de lui rendre visite. Si la police cherche dans cette direction, elle a toutes les chances d'arriver au coupable. Mais si un autre crime est commis avec la même arme, à l'autre bout de la ville, sur une autre personne, qui n'a rien à voir ni avec l'assassin ni avec Robert de Courson, la police ne cherchera plus nécessairement parmi les relations de ce dernier. Tout le monde croira qu'il s'agit d'un fou. Et c'est ce qui s'est produit. Et par plus de précaution, pour consolider l'hypothèse de la folie, l'assassin a commis un troisième crime. Dans la rue, sur la première personne venue. Un ivrogne. Le juge, le procureur, la police, tout le monde s'y est laissé prendre. Sauf vous. Je ne suis pas le seul. Il arrive que l'opinion publique se trompe, mais parfois, elle a le même genre d'intuition que les enfants et les femmes. Elle a désigné mon fils? Non. Elle a désigné cette maison. Votre maître d'hôtel a écrit. Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas les domestiques? Il aimerait beaucoup être interrogé. Mais il a peur de se présenter lui-même à la police. Mon maître d'hôtel ne sait rien. Sa chambre donne sur la rue. Il vous a parlé? Pas encore. Mais j'ai comme l'impression qu'il vous en veut de ne pas lui payer ses gages et de lui emprunter de l'argent. Vous savez ça aussi. Vous n'avez rien à me dire, vous, monsieur Vernou? Voulez-vous que je vous dise? Mon fils... Ne parlons pas de votre fils, parlons de vous. Tant que vous aviez de l'argent, votre vanité pouvait être satisfaite. Vous étiez l'homme riche de la région. Oh, je vous en prie, monsieur, ce sont des questions personnelles. Vous avez perdu beaucoup d'argent ces dernières années, monsieur Vernou. L'enquête n'est pas finie, monsieur Vernou. Jusqu'ici, pour des raisons qui ne me regardent pas, les recherches n'ont pas été conduites selon les règles. Mais on ne pourra plus longtemps s'abstenir d'interroger vos domestiques. On viendra fouiller dans vos affaires, examiner vos relevés de banque. On apprendra ce que tout le monde soupçonne depuis longtemps. Vous luttez désespérément pour sauver les restes de votre fortune. Derrière la façade de cette belle maison, il n'y a plus rien. Qu'un homme aux abois, méprisé par sa propre famille depuis qu'il n'est plus capable de gagner de l'argent. On fera sans doute appel aux psychiatres. J'ignore quelles seront leurs conclusions. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le premier crime n'était certainement pas l'œuvre d'un fou. Et que les deux autres avaient été commis dans un but précis, à la suite d'un raisonnement assez pervers. Vous ne prétendez pas? Je ne prétends rien. Je vous ai regardé jouer aux cartes. Vous aimez gagner. Vous avez dû penser que vous gagneriez cette partie-ci de la même manière. Je ne joue aucune partie. Je tiens à vous mettre en garde, monsieur Vernou. Un nouveau carnage n'arrangerait rien. Au contraire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, je me demandais où tu étais. J'ai bu une bière au café de la Poste. L'enquête continue. La maison des Vernou est gardée et demain je commencerai l'interrogatoire des domestiques. Et Louise Sabati? Elle est hors de danger. Elle n'a rien dit? Peu de choses. Elle est encore faible. Elle a voulu mourir avec son ami? Oui. Il lui avait dit qu'on ne les laisserait jamais être heureux. Il lui a pas parlé des crimes? Non. Et de son père? Tu crois que c'est lui? Il est fou. Les psychiatres décideront. À ton avis? Oh, je répète souvent que les gens sains d'esprit ne tuent pas. Mais c'est qu'une opinion. Pas très orthodoxe. Si on veut. Et t'es pas soucieux. J'attends. Quoi? Qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui? Oui, je l'espère. Pourquoi?
J'ai rendu visite à Hubert Vernoux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Allô? Comment? Parlez-moi vite, s'il vous plaît. Il s'est enfermé dans sa chambre. C'est affreux, il casse tout. Hubert, tu m'entends? Calme-toi, s'il te plaît. Sans moi! Ça pue! Vous voulez que je crève, hein? Allez vous faire enculer où vous voulez! Mais ici, vous n'aurez rien! Tout dévalé! Ordure! Vous voulez que je crève? Eh bien, vous allez voir! Je viens de la cour, j'ai regardé par la fenêtre. Il a pris son couteau de chasse. Il faut faire quelque chose. J'y vais. Non, laissez. Elle est où la fenêtre? Laissez-moi seul! Ces putains de merde ne m'attendent que ça! Que je crève! Laissez-moi seul! Laissez-moi crever en paix! Mon Dieu, quelle classe. Approchez pas! Ça suffit! Laissez-moi seul! Ne faites pas de bêtises, monsieur Vernoux. Calmez-vous, on va vous aider. Approchez pas! Laissez-moi seul! Ça va. C'est juste tailladé un peu avec le couteau. Quand il a vu le sang gicler, il a tourné de l'œil. Je vais lui faire un garrot. Merci, Chabiron. Vous avez évité le pire. Il ne se serait pas tué. Comment tu le sais? Pas lui. Pourtant, son fils. Chabiron, vous pourrez m'emmener à la gare? Bien sûr, patron. À toi maintenant. Oui, c'est à moi. Et ce sera pénible.